Apéro spécial Jokic versus Shai. MVP. Le débat du MVP qui fait rage en ce moment. Oh là là. Et pour cause, hein, parce qu'on a une course effrénée entre deux joueurs qui dominent. Hein, on peut le dire. Il y a d'autres joueurs qui dominent bien à leur échelle, mais là, c'est vrai que si pendant un temps, on aurait pu imaginer un bout de course à 3, là, peut-être avec du Giannis ou des gars comme ça, j'ai vu des gens nous citer du Tatum ou du Donovan Mitchell ou des joueurs comme ça. Là, clairement, on est sur un duel, exactement. On est sur une course à deux. Il va y avoir un perdant, un beau perdant, mais il va y avoir un perdant. C'est la triste loi du sport. Ouais. Et effectivement, là, on a eu une double confrontation. OKC, Nuggets, deux fois à OKC. Après s'être joué 2 fois avant, dans la saison plutôt à Denver. Là, ils se sont joués 2 fois, 2 grosses équipes, mine de rien, parce qu'on a eu 2 bons matchs de basket. On a eu 2 très bons matchs de basket et ça n'a pas arrangé les choses au niveau du débat puisque un partout, la balle au centre. Bon, au passage, comme ça, au moins, on est clair. Les confrontations directes, c'est pas crucial. C'est pas crucial. Tout à fait. N'empêche qu'on a eu le droit à ces montagnes russes dimanche soir. Ouais, c'est pour Shai. Et puis là, depuis hier soir, ouais, c'est pour Jokic. Il n'y a pas 24 heures qui passent sans qu'on se rentre dans la figure. On s'installe tranquillou bilou. C'est le gros sujet en ce moment. Évidemment, toute l'actu NBA continue. On était en mode top 10 hier avec le retour. Merci à toutes celles et ceux qui ont envoyé plein de commentaires sur le classement des arrières. Un bel arrière, Shai Gilgeous-Alexander, dont on va parler maintenant face à Nikola Jokic. Tu l'as dit, Alex, et on va démarrer avec ça dans quelques secondes. L'année dernière, on était sur un trio, Shai, Jokic et Luka. Là, on est vraiment sur un duo, un duel qui va nous emmener jusqu'au buzzer, jusqu'au finish, parce que on en voit tous les ans des courses au trophée qui sont parfois pas du tout serrées et où d'autres c'est vraiment jusqu'au buzzer. Et là, on s'amuse avec Nico Michel à faire évidemment le classement du MVP tous les 15 jours et on s'arrache les cheveux pour savoir qui est en 1, qui est en 2. On va évidemment vous demander à vous vos arguments à un mois de la fin de cette saison régulière. Plein de choses à devoir dire, à devoir discuter. Comme tu l'as bien dit là, Alex, il va y avoir un perdant, quelqu'un qui va rentrer dans l'histoire. Parce que oui, je vous le montre tout de suite et on en reparlera tout à l'heure. Il y a quelques années, oh là là, on était sur la saison 2021-22. Nous avions fait un top 10 all-time que vous pouvez consulter des saisons de non-MVP, les meilleures saisons all-time de non-MVP. Et on avait un classement tout à fait sympathique. Regarde, on avait du Wilt 62 tous les deux. Et puis des joueurs tout à fait corrects, du Jordan, du KD, du Harden, du LeBron. Du gros client, ouais. Du gros client. Ouais, du très très gros client. Quelqu'un va rentrer dans ce classement. Ah ouais, et pas qu'un peu. Hein. Ah ouais. Que ce soit Shai ou Jokic, ça rentre très très haut, tout de suite d'entrée. Saison collective extraordinaire, saison individuelle légendaire. Et donc tout ça, on va en parler en long et en large. On a préparé nos arguments. Alex a 14 feuilles pour nous expliquer pourquoi la Serbie devrait être la capitale du monde. Je vous parlerai ou pas, on verra. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est le premier message qu'on voulait faire passer, c'est qu'il faut débattre tranquillement. Moi, il y a un truc qui me gave un peu ces derniers temps, c'est le côté un peu les défenseurs de l'un ou de l'autre ont pour principal angle d'attaque de cracher sur l'autre. Certains, oui. Il y en a pas mal. Hein. Non, oui, tout à fait, mais certains, parce qu'il y en a qui font le beau débat aussi. Bien sûr. Mais c'est un peu dommage, il n'y a pas besoin, en fait, de cracher sur l'autre. L'autre, que vous soyez pour Shai Gilgeous-Alexander ou pour l'élection de Jokic en tant que MVP, l'autre fait une grosse saison, tout quoi à qu'il fait. Arrive. Mais bien sûr. Et ça sert à rien de s'énerver. De toute façon, c'est Jokic qui doit être MVP. Je vois pas pourquoi les gens s'énervent. D'où le fameux tweet d'Alex. Pourquoi les gens s'énervent? Il y a quelques semaines, je ne sais pas pour qui voter entre Nicolas et Jokic. Un co-MVP. Moi, je trouverais que ça serait. Moi, je pense que ça serait bien entre Nico et Jokic. Ça serait cool, ça. On reparlera évidemment du poteau canadien que j'aurais à cœur évidemment de défendre. Vous le savez, on a fait des points de mi-saison. Avant ça, bien évidemment, on va vous rappeler des informations importantes. Vous l'avez vu, il y a quelques jours, nous étions à Rennes et merci aux Rennais et Rennaises qui nous ont accueillis, mais comme des rois et reines qu'ils pensaient. Des becs sucrés, hein, les Bretons. Oh la vache. Sucré, c'est-à-dire qu'on est reparti avec je sais pas, moi j'avais un sac Fnac énorme là rempli de gavotte, cidre, gavotte, cidre, gavotte, palais breton, bière, il y avait de quoi faire et tout. Moi j'ai les tubes bien beurrés là depuis depuis 2-3 jours. Et pur accueil, on a vu plein de monde. C'était cool, c'était très très extraordinaire. Trash Talk, évidemment, pas en dans toute la France, c'était actualité qu'on vous disait début mars. Nous avons donc 4 séances de dédicaces en 5 semaines. Hop, c'est fait. Rennes, c'est fait. Au fur et à mesure. Au revoir. Tout à fait. Ce week-end, on sera à l'espace culturel de Niort, donc venez évidemment nous voir. On sera le 22 mars à Bordeaux, puis le 5 avril à Nancy. Et comme vous l'avez certainement vu, entre-temps, tout à fait, nous avons 2 apéros Trash Talk Collector en public. On peut déjà le dire, Alex, Strasbourg, c'est sold out.
Strasbourg au Cinéma Vox, c'est sold out pour le 18 mars. Le concept de la soirée, il est simple, hein, certains le connaissent déjà. On se retrouve vers 18h, on boit un petit verre, on grignote 2-3 cahuètes ou 2-3 chips, je sais pas ce qu'il y aura et tout. On discute vite fait, on refait le monde. Et après 19h, apéro. On se fait un apéro. Mais le vrai à 300 et quelques quoi. Hein, apéro à 300 personnes. Avec interaction, la plupart pourront donner leur avis sur les questions qui seront posées. Soyez prêts, préparez vos avis. Peut-être sur ce thème. Préparez vos arguments parce qu'il y aura des questions, il va falloir répondre, tu vois. Genre, bien sûr. Voilà. Ah bah y a-t-il des fans de Das qui est pour Nico, qui est pour Shai? Alors Nico, c'est pas Nico Harrison forcément. Non, ça fait. Nico Harrison pourrait être dans les conversations évidemment de cet apéro. Mais par contre à Metz le lendemain 19 mars, sachez-le, il y a encore des places de disponibles. Toutes les infos sur les réseaux sociaux de Trash Talk, donc vous foncez, même que ce soit sur le compte Insta, notre site internet et même le compte Twitter, vous pouvez foncer à l'Arsenal, la cité musicale, salle de l'Esplanade, le 19 mars. Viendez, on va discuter basket. Mettez votre plus beau maillot. Ah ouais, ce magnifique visuel là. Ah ouais, tu vois rien. Ouais, la salle de l'Esplanade qui est à l'Arsenal, qui fait partie donc de la cité musicale de Metz. C'est ça. Là, on va être dans une ambiance, j'en ai déjà parlé, je crois, mais salle bois, salle qui accueille plutôt de la musique classique en général et tout. Donc l'acoustique va être parfaite. C'est-à-dire que les arguments, quel que soit le sujet, vos arguments n'auront pas besoin d'être crier ou envoyer comme ça, vous pourrez le dire très calmement, tout le monde entendra parfaitement bien. Ça va être exceptionnel. On sera là avec Alex, Léonce et Monsieur Bibi évidemment, on sera là, donc retenez bien 18 et 19 mars les apéros collector, et il reste des places à Metz, donc les Messins, vous venez et on sera très content de vous retrouver. Ou dans alors une les Strasbourgeois qui n'ont pas eu de place à Strasbourg, c'est pas loin. C'est à 1 heure. Bah nous on va le faire le déplacement, donc tout le monde peut le faire. Tout à fait. Voilà. Maintenant qu'on a parlé de ça, évidemment, on a très hâte de revenir sur cette course au MVP, puisque au moment où on parle, Alex, le timing ne pouvait pas être meilleur. On en discutait déjà depuis quelques temps. On avait fait un point sur la course au MVP à mi-saison, c'est un peu notre classique autour de Noël. Et puis là, on a eu une double confrontation. Je te propose, avant qu'on revienne notamment sur ce duel entre deux hommes, de revenir quand même sur cette match-up, parce que on a eu 2 matchs à OKC, hyper intéressants avec des profils tout à fait différents, le dimanche puis le lundi soir, avec 2 équipes qui visent le titre, on va pas se mentir, ce sont 2 des meilleures équipes de toute la NBA. C'est quoi un petit peu les takes que tu as eu là un petit peu sur ces 2 matchs qu'on a pu voir, des choses que tu as observées et qui t'ont intéressé au-delà du duel homme à homme? C'est bien que tu dises au-delà du duel homme à homme, parce que finalement je trouve que c'est le duel sur lequel on a le moins appris lors de ces 2 confrontations. Ah oui. En revanche, on a appris, on ne l'a pas vraiment appris, mais on a pu avancer un peu plus vers ce qui pourrait être une finale de conférence. Les Lakers sont pas d'accord en play-off. Les Lakers sont pas d'accord. Les fans des Grizzlies ou des Rockets ou d'autres équipes vont nous expliquer que les Warriors, attention, parce que s'ils continuent comme ça, il va y avoir apéro, les gars. Je vous le dis tout de suite. Parce que si Jimmy Butler fait des triples-doubles pendant que tu déboîtes Portland, qui est plutôt une équipe en forme et tout, on va devoir faire l'apéro, les gars. Je te confirme. Ouais. On va même faire l'apéro parce que c'est vraiment intéressant ce qui se passe en ce moment chez les Warriors. Mais bon, toujours est-il que moi, je trouve que là où on en a le plus appris, c'est d'un point de vue tactico-technique ce que ces 2 équipes peuvent proposer à l'autre. C'est-à-dire que match aller, si j'ose dire ainsi, là, donc dimanche, les 2 sont à OKC. Mais le premier match là qu'on a vu dimanche où c'était serré, même si OKC a fait la course en tête, mais Denver a recollé à plusieurs moments avant que ça se termine dans un money time qui s'est transformé un peu en une sorte de blowout, tellement OKC était chaud et tout. À rappeler quand même que la perte d'Aaron Gordon pour les Nuggets, c'est quand même pas rien. D'ailleurs, ça se voit beaucoup sur le match, sur ce match-là, et ça peut faire mal à Denver sur la fin de saison en fonction de l'absence, parce que le mollet, là, ça fait un moment qu'il traîne. Ça fait un moment qu'il traîne un mollet relou. L'ami Aaron Gordon, ça handicape d'ailleurs pas mal la saison des Nuggets. On n'en parle sûrement pas assez de la méforme entre guillemets d'Aaron Gordon. C'est bien pallié par d'autres garçons aussi. Tout à fait. Et on voit bien ce que peut proposer OKC, qui le fait quasiment pas de la saison, mais qui là joue avec ses 2 bigs. Il joue avec ses 2 bigs. Pourquoi ? Puisqu'en face, il y a un des meilleurs bigs de tous les temps. Donc, forcément, toi, tu as envie d'en mettre 2. Tout à fait. Tactique a assez bien marché, même si Jokic a été bon, sans être étincelant. Il a été très bon, même, lors du premier match perdu par les Nuggets. Pendant que Shai a mis le couvercle sur la fin de match, bien aidé par des gros tirs clutch de Jalen Williams ou même Luguentz Dort qui nous... OKC
sur le premier match, a montré quelque chose de très intéressant. Nous sommes la meilleure équipe défensive de la Ligue cette année. On a les moyens de contenir. Et si Jamal Murray et ou d'autres gars comme ça font pas tomber dedans, bonne chance pour nous battre. C'est ça, je suis d'accord. C'est ce quatrième quart, moi, qui m'a marqué parce que les 3 premiers quarts-temps sont vraiment énormes en termes d'intensité de jeu. Il y a la chute de Jokic sur son coude où on sent que ça l'a affecté sur la suite de la partie. C'était pas facile. Et pour autant, je prolongerai la phrase que tu viens de dire. S'il y en a un qui n'est pas dedans, attention. Et si le Thunder fait rentrer dedans, alors là, mon pote, fais attention, vénère. Parce que OKC, à la base, n'avait shooté à peu près OK, mais ils ont des irrégularités en termes de réussite à 3 points. Et là, sur le quatrième quart, comme tu l'as dit, ça se transforme sur le score blowout parce que, je sais plus, ils sont à 6 sur 9 à 3 points ou un peu plus sur le quatrième quart-temps. Et quand OKC défend le plomb et sanctionne à 3 points et que tu as Shai Gilgeous-Alexander qui marque des 2 points avec Jalen Williams, il n'y a pas une équipe qui peut tenir sur la planète actuelle. Et c'est là que c'est très intéressant de voir la réaction des Nuggets. C'est un back-to-back à quasiment 36 heures, parce qu'il y avait un match qui était à 18h heure française et l'autre qui était dans la nuit de lundi à mardi, mais c'est quand même un back-to-back avec très peu de temps entre les 2 matchs. C'est là que c'est très intéressant de voir que Denver... J'adorais la réaction de Denver. A proposé une réaction. Non seulement les types sont rentrés déterminés sur le terrain et ont proposé à Shai Gilgeous-Alexander une défense avec énormément de prises à 2, assez haute, très tôt dans les possessions. Vraiment intéressant, genre en lui envoyant du Westbrook, du Christian Brown, du... Westbrook était dans le 5 majeur puisque Gordon n'était pas là. Parce que Gordon n'était pas là, donc Mike Malone nous a remis son 5 majeur avec 3 petits, c'est-à-dire Murray, Westbrook et Brown, qui sur le poste 3 n'est pas si grand, on va dire. Parce que Michael Porter Jr., il n'y a pas de problème, il peut jouer 4 en termes de taille et tout. Un excellent Michael Porter Jr. Bien sûr. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et Denver a non seulement proposé une défense très intéressante pour essayer de contenir au mieux Shai Gilgeous-Alexander, et Dieu sait que c'est pas simple, donc ils ont trouvé le moyen, le mieux, c'est qu'ils prennent le moins de tirs possible. Donc là, il n'a pris que 14 tirs au deuxième match, alors qu'il en avait pris 35 au match d'avant. Donc ça, on voit bien que Denver a dit « Oh, c'est terminé le robinet, on va essayer de couper le robinet. » Et de l'autre côté, tu as autour d'un Nikola Jokic immense une attaque où quand Murray commence à mettre dedans, et Brown qui met dedans, et Porter Jr. qui met dedans, autour de Pickett qui met dedans, autour de ce Jokic là, tu peux pas arrêter l'attaque de Denver. De toute façon, c'est pas compliqué. Le Thunder qui a de loin la meilleure défense de la Ligue cette année, ils en ont pris 140. Ils ont pris 140 points, bien sûr. Ils ont pris 140 cette année. Ils ont pris 140 déjà le Thunder cette année. Je pense pas tellement. Je suis même pas sûr. Et je vais laisser checker. Mais c'est vrai que d'une part, on avait Aaron Gordon qui n'était pas là, et on a vu aussi, parce qu'il faut le dire de chaque côté, Jalen Williams qui est sorti aussi tôt du match. Non, ils n'avaient pas pris 140. Ils n'avaient jamais pris 140. Ils avaient pris 132 par les Spurs dans une victoire. Ils avaient mis 146 à 132. Et ils avaient pris 131 par les Wolves, mais c'était en overtime. Et sinon, personne, même les Cavs qui ont une attaque de feu, ils leur ont quand même mis 129 une fois, mais tu vois, voilà. Personne n'avait mis 140 points à cette équipe d'OKC cette année. Jalen Williams est sorti tôt. Ça a été aussi un très gros coup dur pour le Thunder. De la même manière que Gordon. C'est ce que je disais, c'est qu'Aaron Gordon en fait est sorti et donc n'était pas là sur le match 2. Et t'as Jalen Williams qui sort. Alors qu'il démarre très bien. A priori, on attend. Là, au moment où on fait cette vidéo, moi j'ai pas vu de news passer. Non, on va voir ce que ça donne pour Jalen Williams. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai adoré, c'est le niveau global de ces deux équipes sur les 3 premiers quart-temps, avec quelque chose qui se décide dans le 4e. Et donc 2 visages assez différents sur le 4e quart-temps en l'espace de 36 heures. C'est-à-dire que d'abord, on a un Thunder qui a appuyé très fort sur l'accélérateur avec cette attaque à 3 points, une grosse défense, et vraiment ce côté impactant à l'arceau que j'ai beaucoup aimé sur le Game 1. C'est-à-dire que vraiment, ils avaient l'envie, en plus des 3 points, d'aller chercher leurs points dans la raquette. On a vu des choses qui ont été vraiment hyper intéressantes en termes d'agressivité dans le jeu, en plus des shoots à 3 points qui sont plus spectaculaires, mais vraiment, je trouve que les choix étaient bons. Et sur le match suivant, un peu plus de précipitation dans les shoots d'OKC, parfois un petit peu trop vouloir faire des home runs à 3 points, et donc il y a eu plusieurs séquences où ça briquait, alors que de l'autre côté, moi je sens qu'il y a une soufflante qui est passée auprès de certains remplaçants parce que l'apport du banc de Watson, Pickett notamment, a été formidable sur le match 2. Le match de Murray aussi. Le match de Murray, on est obligé d'en parler parce qu'il prend au premier dimanche. C'est pas beau ce qu'il nous propose, vraiment tout à fait. Pas beau du tout des deux côtés du terrain. Et là, le 3 points sorti les doigts. Bien sûr, la séquence dans le 4e quart-temps de Jamal Murray, il n'y a pas Jokic qui est sur le terrain, il met son 3 points côté gauche et ça force un temps mort de Denio parce qu'il y a +6, +8 pour Denver. C'est une manière de dire attention les gars, je suis là, on va pas craquer alors que Jokic n'est pas sur le terrain. Moi j'ai trouvé la réaction de Denver énorme. Il a cependant, je trouve,
fallu pour Denver avoir une réussite. Ils sont à quoi, 18 sur 32 à 3 points? Alors, ils sont à 18 sur 32, ils sont à 60% au tir, 56% à 3 points. C'est très compliqué, c'est très chaud et tout. Et il faut aussi autre chose. Murray, j'ai beaucoup aimé son match, j'ai beaucoup aimé les gros tirs qu'il a mis. J'ai surtout beaucoup aimé le fait que Murray a blow-by ses défenseurs, les Kesson Wallace ou des bons défenseurs, ou des Caruso parfois, enfin des gars un peu sérieux, pour aller chercher du lancer. Et ça fait du bien aussi à l'attaque de Denver. Ça emmerde les intérieurs d'OKC qui n'ont qu'une seule envie, c'est de contrôler Jokic. Il a extrêmement bien manœuvré autour de son pivot pour aller vers le cercle d'OKC. Et ça, c'est quelque chose, c'est là que je dis que c'est là qu'on en a le plus appris sur une éventuelle série lors des playoffs, c'est que les deux équipes ont une capacité et des possibilités pour s'ajuster tactiquement qui est fabuleuse, et j'espère bien qu'on va avoir une série. Parce que là, attention, la série, elle peut être kiffante. Moi, c'est la conclue exactement de ces deux matchs. C'est vraiment pitié, donnez-nous un Thunder Nuggets en finale de conf, parce que on a vu même la bataille avec Hartenstein et Holmgren qui a eu des soucis de faute. C'était compliqué pour lui. Hartenstein qui démarre. Il n'a pas rentré ses tirs, mais bon, après ça arrive. Et Holmgren et Hartenstein qui démarre incroyablement le match suivant là, avec plus de 13 points, je crois, dans le premier quart-temps. Dans l'attaque, il fait vraiment du bien. Il crée des soucis. Niveau de jeu énorme. On a vu des matchs récemment, là, notamment le Lakers-Knicks, où tu sens qu'il y a une odeur de playoff qui arrive. Là aussi. Et là aussi, on a vu deux matchs très importants. Avantage pour nous par rapport au débat, il y a un partout, balle au centre, et on est donc sur ce duel de fin de saison là entre Jokic d'un côté et Shai Gilgeous-Alexander. Toi, Alex, évidemment, et je te lance un peu là-dessus, en décembre dernier déjà, quand on faisait une update, tu avais Nikola Jokic, je crois, leader de ta course au MVP, et toi, en l'état en tout cas, de ce que tu vois et de ce que les prochaines semaines peuvent donner en tout cas, tu te vois plus dans une situation où tu voterais pour Jokic que pour Shai? Je n'ai pas changé d'avis. Je pense que c'est certainement malheureux pour Shai Gilgeous-Alexander qui fait une saison, on l'a dit plein de fois déjà, Jordanesque, tout ce qu'on veut, et dans un bilan incroyable et tout, mais je pense que le most valuable player de cette ligue et le meilleur joueur de cette ligue actuellement, c'est Niko Jokic. Je pense que j'ai vu, il fait triple-double de ouf contre Plumlee ou contre je sais pas quoi, mais comment ça se fait si c'est si facile que ça à faire que personne ne l'a encore jamais fait dans l'histoire NBA? Je veux dire, on assiste à une des plus grandes saisons de l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait Karim Abdul-Jabbar alors? Il est pas bon alors? Et Shaquille O'Neal c'était un peintre? Ou Hakeem Olajuwon? Non. Ce que fait Jokic est historique de chez historique, ça n'existe pas. Un triple-double de moyenne avec une efficacité au tir. Je veux dire, on parle d'un pivot qui shoot à combien? 58%, 59%? Alors je donne les 58%, 43% à 3 points et 81% au lancer. C'est ça. Je donne avec 13 rebonds et quand même quasiment 2 interceptions. C'est ça. Top 3 de la NBA, ça n'a jamais été fait auparavant. Top 3 de la NBA dans 3 catégories statistiques principales, points, rebonds et passes. 29 points, 13 rebonds, quasiment 11 passes, 2 interceptions et quasi un compte de moyenne. 58% au tir, 43% à 3 points. Et tout ça avec ses 36 minutes de jeu. On est en train de vivre un truc qui n'a jamais été fait, et on pourrait un jour discuter de quelles sont les plus grandes saisons individuelles de l'histoire. Il se pose. Exactement, et ensuite il l'a fait depuis le début de saison, même quand c'était le début de saison un peu galère des Nuggets. Jokic était là pour arracher des wins, envoyer du sale, tenir un peu l'équipe à bout de bras pendant que Jamal Murray ceci, Aaron Gordon cela, Christian Brown se met en route et tout, tu vois, genre leadership incontestable. Je vois des critiques sur sa défense, il défend pas aussi bien que Shai Gilgeous-Alexander, je suis d'accord là-dessus, mais faut pas non plus le faire c'est loin d'être le plot que certains décrivent, loin, et j'ajouterais même autre chose, parce qu'il y a eu pas mal de discussions autour de l'arbitrage d'une manière générale, où c'est vrai que Shai parfois a des coups de sifflet, mais c'est le lot de tous les immenses attaquants comme Bravo ça, à lui, hyper smooth, hyper crafty, et je suis d'accord pour dire qu'il y a des calls où c'est vrai que celui sur Westbrook et tout, je suis d'accord, on peut discuter, machin et tout. Toute la NBA comme en ça, revanche, dans l'autre sens, on peut dire quelque chose. Je sais pas quel superstar est aussi mal arbitré que Niko Jokic. Le mec, il se fait monter dessus par les intérieurs adverses. Il prend des coups dans les bras en permanence. Il a pas tant de lancers que ça. Non, bien sûr. Franchement, non. Moi, c'est Jokic, mon MVP. On va voir. Il reste 4 semaines, 4 semaines à peu près bien sûr. De régulière. Donc, c'est pas fini, parce que Shai Gilgeous-Alexander, j'ai quelqu'un à côté là qui va vous faire l'argu. Mais non, moi, c'est Jokic clairement mon MVP. Je pense que là où il y a pas
pas de débat. Je pense que s'il n'avait pas déjà eu 3 fois, il n'y aurait pas de débat. Alors, j'allais y venir. Je pense vraiment. Moi, je suis d'accord avec McMahon. Dans le cas de Jokic, ce qui fait que je pourrais voter pour lui. La première, c'est tout ce que tu as dit, évidemment, en plus de... il y a une certaine fatigue, dommage de vote chez certains. C'est quand même et c'est dommage. Mais moi, je n'aime pas ça. Je suis en train de juste de le dénoncer. Même pour Shai, c'est pas un bon argument. Enfin, je sais pas comment dire. Tout à fait. Moi, je le dénonce. C'est-à-dire que je voterais plus pour Jokic dans ce sens-là, notamment parce que si tu prends les choses indépendamment des palmarès et de ce qu'ils sont, Jokic fait la meilleure saison des deux. C'est un truc extraordinaire qu'on est en train de voir de sa part. Meilleure saison individuelle. Tout à fait. Et donc, du coup, Jokic, moi, je n'aime pas quand il y a le côté il l'a déjà eu 3 fois. Non, désolé, si le mec il est encore plus fort, encore meilleur, et ça va faire débattre énormément de gens quand on va faire une update du soit top 100, soit top 10 des meilleurs pivots de tous les temps. Parce que ce qu'on est en train de voir de la part de Nikola Jokic, c'est un mec qui s'assoit à la table des plus grands pivots de l'histoire de ce sport et qui dit « Moi, je peux discuter avec tout le monde. » Et dire « Vous savez quoi, vous avez jamais vu un joueur aussi fort que moi. » Honnêtement, il peut. Ouais. Il peut totalement, Nikola Jokic. Ouais. Et je trouve que le fait qu'il soit remonté aussi dans ce, tu sais, on avait un peu l'argument avant de top 5, top 4. Là, il est solide 2/3 de la conférence Ouest. Donc ce qu'on voit, c'est énorme. J'adore la réaction de Jokic quand il dit notamment après les 2 matchs hier, et ça en revient au point que tu mentionnais au tout début, qui était de dire écoutez, moi j'ai l'impression, comme il l'a dit, que je joue le meilleur basketball de ma vie, mais si c'est Shai qui l'emporte, c'est formidable parce qu'il joue à un niveau extraordinaire. Mais je trouve ça vachement bien. Là-dessus, Mais oui, mais je trouve ça vachement bien que ce soit de part et d'autre parce que mais même Shai, quand il est questionné, ça le fait. C'est de part et d'autre. Je trouve ça vachement bien de leur part parce que on a vu des courses parfois où ça se tapait un peu et puis tu avais des coachs qui disaient nani nana, c'est les affaires de Rivers et tout. Ce qu'on voit de la part de Jokic, c'est le prime d'un joueur all-time au sommet de ce qu'il est capable de faire. Et dans l'histoire de la NBA, on a des joueurs qui ont dû déposer les armes parce qu'il y en avait un qui était beaucoup trop fort. Et si ça se trouve, ce sera le cas de Shai. Moi, je comprends totalement. Donc, ça y est, t'as changé d'avis, tu votes Jokic alors ? Non, c'est juste pour dire que en fait, c'est un vote Jokic, ça y est, c'est bon. Absolument pas. Je vote Shai Alexander. Ce que je veux juste dire, c'est que avant de basculer sur Shai, on a un duel tellement incroyable que j'ai déjà de la peine pour celui qui va perdre. Ah oui, non, bah ça, parce que celui qui va perdre, ça c'est sûr. Dans 90% des saisons NBA, il peut être MVP. Il est MVP. On a soit un mec qui fait un truc extraordinaire, soit, et je trouve que c'est plutôt le cas de Shai, on va ouvrir son dossier, soit quelqu'un qui coche toutes les cases qu'on aimerait voir dans un dossier de MVP. C'est-à-dire meilleur scoreur de toute la NBA. Parce que là, pareil, statistiquement, ce n'est pas le côté extraordinaire de Jokic, mais c'est ça. Il est à 33 points de moyenne avec 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et un compte de moyenne à 53% au tir, 37% à 3 points et 90% au lancer. C'est lourd. C'est un arrière. Sans prendre de comparaison avec Jokic, ce qu'il fait est historique. Il prend pas mal le tir difficile. Enfin, je veux dire, attention, c'est des pourcentages. Il y a du step back à 3, il y a du tir en déséquilibre et tout. Enfin, il y a attention. Non, mais ça, je suis d'accord. Et moi, les arguments de lancer franc que je peux entendre, malheureusement, tu l'as très bien dit, les joueurs NBA sont comme ça. Et je trouve que chez Shai, il y a quand même aussi un peu moins de recherche forcément de flop et de lancer par rapport à d'autres garçons qu'on a pu voir par le passé. Il est capable. Il est plus discret, mais il va les chercher quand même. Mais il va les chercher parce qu'il est trop fort. Ça a toujours fait partie de l'arsenal des grands attaquants. Bien sûr, exactement. Les grands attaquants à 33 points par match qui avaient moins de 8-9 lancés. Je demande, ça se trouve, il y en a, mais il y a eu qui récemment? Peut-être Steph. Je crois que Steph, il a déjà mis 33 points par match. Il est monté à 32 points, je crois, de moyenne. Je vais essayer de trouver ça, mais je crois que Steph, la saison 21-22, là, il est à 32, j'aurais pu se mettre à 30, ce qui est déjà bien. Mais... certainement, mais où il prend 13 tirs à 3 points, là, il est à combien? Il est à 32 points de moyenne, Steph, en prenant 6 lancés par match. Ouais, ça, c'est extraordinaire. Excusez-moi, je vous montre les stats. Plus de 5-3 points par match. Steph, là, cette saison-là, 2020-2021, 32 points de moyenne en prenant 22 tirs. Il n'est pas MVP. Non, parce que le bilan des Warriors, c'est dégueulasse. Mais oui, mais Steph, Steph avec son shoot. Mais sinon, tu vois, Harden. Non, mais voilà. Jordan avait beaucoup de lancers. Embiid, putain, c'est vrai. Giannis a beaucoup de lancers. Voilà. Bien sûr, c'est normal. En fait, sur Shai, malheureusement, le pauvre, c'est qu'il affronte quelque chose d'extraordinaire, de légendaire. Mais son dossier ne manque d'absolument rien. En fait, ce n'est pas lui le problème. C'est littéralement ce qu'il a en face. C'est-à-dire que le Thunder est en train de potentiellement faire une saison à 70 victoires.
avec non pas une répartition des responsabilités équilibrée au niveau du leadership, c'est le clair meilleur joueur. Non, parce que tu vois, on pourrait dire à ce moment-là, parlons de Donovan Mitchell, ils vont faire une saison de 70 victoires, rien à voir. Ce n'est pas la même. Donc c'est le meilleur scoreur de la NBA, un des meilleurs défenseurs de toute la NBA, un joueur qui... tu l'as dit en rigolant la dernière fois. Moi, j'étais là en mode oui, tu devrais faire des gros cartons. Il a enchaîné combien de matchs à 40 et 50 points. Il a envoyé du sale. Pas plus tard que dimanche, il en a mis 40 sur la bouche des Nuggets. Bien sûr. Et donc, moi, ce qui fait basculer les choses, c'est pas forcément que je trouve l'un meilleur que l'autre. C'est que, vu qu'on est à la marge, là, sur ce genre de duel, le Thunder est en train de nous faire une saison proche de 70 victoires, en tout cas ils sont sur des bases, c'est assez extraordinaire. Ils sont sur les rails. Et donc par rapport à, je trouve, l'argumentaire que j'ai pu entendre de « Ah mais c'est bon, les Nuggets sont dans le top 3 ». 70 victoires, il va falloir qu'ils en perdent plus un seul quand même, c'est ça. Chaud. Il y a 11 victoires d'écart. 65 on va dire. Oui, il y a 11 victoires d'écart entre les deux franchises, tu vois. Ouais. Et c'est pas non plus un mec qui a eu tout son effectif tout au long de la saison, il y avait eu des soucis où parfois il n'y avait pas Holmgren, il n'y avait pas eu Hartenstein aussi. Et donc du coup je trouve que Shai, s'il est meilleur score de la NBA, de la meilleure équipe, de la meilleure conférence, avec un bilan qui va devenir historique en étant régulier, en loupant très peu de matchs et en contribuant des deux côtés du terrain, je me retrouve personnellement dans une situation où je n'arrive pas à ne pas voter pour lui. Et peut-être que, comme certains, c'est dommage, je suis influencé par le fait que on voit peut-être que Jokic, j'allais te lancer là-dessus, va subir ce que LeBron a subi pendant des saisons, qui est la prise pour acquis. Plein de fois, LeBron ou Jordan ont été pris pour acquis, non ? Oui, d'ailleurs, il y en a plein qui disent oui, Jordan, il aurait dû être MVP tous les ans dans les années 90. Il y a Barclay et Malone qui lui en piquent un, parce qu'ils font pas des petites saisons non plus, mais qui lui en piquent un. LeBron, il y a des gens qui disent que 2011, voilà. Il y a même des gens, moi j'avais parlé de 2006. Enfin bref, il y a pas mal de saisons effectivement. Tu peux mettre LeBron. Il y a Shaq aussi dans cette situation. Oui. Shaq qui n'a été MVP de régulière qu'une seule fois. Shaq et Kobe ont autant de MVP que Nash à lui seul. Donc j'ai envie de te dire, fin de la blague. Ça c'est logique. Mais ça c'est un autre sujet. Mais non, mais oui, concrètement, effectivement, moi je suis d'accord. Moi j'ai pas de problème. Je pense que Shai Gilgeous-Alexander fait une saison de MVP. Il a un dossier complet, un dossier nickel, avec mais que les gros arguments, notamment, en tout cas moi ceux que je mets en avant les premiers, c'est-à-dire que ce qu'est en train de faire Jokic, ça n'existe pas dans l'histoire de la Ligue. En termes de pivot, passing, efficacité, ligne de stats, c'est quoi? S'il finit en triple-double avec son efficacité, peut-être qu'elle ne sera pas récompensée la meilleure saison individuelle de l'histoire, et c'est ça qui me gêne aussi. Bah ouais, c'est un peu gênant. Après, et ce qui me gêne aussi, c'est que Shai Gilgeous-Alexander peut-il faire de plus? Peut-être rien, mais peut-être que justement il a pas de peau, et donc du coup il est pas MVP par manque de chance? Il est pas MVP parce qu'il y a un mec qui a un dossier plus complet, plus fort, plus complet, je sais pas d'ailleurs, mais meilleur. Tu vois? Oui. Ça c'est oui. Tu vois, genre par exemple, Embiid en a eu un. Des gens ont dit ouais, c'était la fatigue des votants. D'autres ont dit oui, c'est parce qu'il a fait des énormes matchs contre Denver. Mais en gros, moi je trouve qu'Embiid, il a eu un MVP une année où Jokic aurait dû avoir le MVP. Oui. Donc Jokic, encore une fois, on va lui enlever un MVP parce que Shai mérite. Je sais pas si certains vont voter comme ça, tu vois, ce serait dommage. En tout cas, on en entend beaucoup parler de la fatigue des votants, de Shai ceci, de machin. Moi, je pense que le meilleur joueur de la Ligue doit être MVP cette année, et c'est Nikola Jokic. Mais maintenant, le dossier de Shai, il est tellement incroyable que j'ai pas du tout de problème. Je faisais un petit message rigolo en début d'émission en disant voilà, essayons de débattre dans le calme, la tolérance et l'objectivité, bien sûr. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile. Non, bien sûr. Mais effectivement, il y a deux dossiers incroyables. Je suis très curieux d'avoir le résultat des votes et de voir un peu le mec qui est élu, quel écart il y a. Pour moi, on va avoir un truc, mais serré de chez serré. Ah oui. Et le troisième, mais il va être loin. Ah mais loin. Le troisième, il est content d'être sur le graphique. Le troisième, je sais pas s'il aura des votes. Ah mais je sais même pas. Tu veux mettre qui? LeBron, Giannis, Mitchell. Non mais tu vois, genre première et deuxième place. Ah mais non mais première et deuxième place, je pense que les votants, il y a énormément de Jokic Shai ou de Shai Jokic. Il y a probablement aussi un truc moi qui m'intéresse et qui en revient à certains joueurs ou même pivots qu'on a pu voir par le passé, commencer notamment par Hakeem Olajuwon. Il y a une chose qui moi me stimule évidemment pour le Thunder, mais d'autant plus pour Jokic avec ce qu'on voit en ce moment, Alex, c'est que je souhaite que
ce gars-là aille nous remporter une deuxième bague. Et qu'il aille chercher ce trophée de champion et un deuxième évidemment de MVP des finales. Et je dis pas du tout évidemment que c'est un argument par rapport à tout ça, puisque c'est deux choses différentes, la saison régulière des playoffs. Mais il y a une petite part de moi qui souhaite quelque part que Jokic, s'il ne l'a pas, nous fasse un tel run de playoffs qu'on se retrouve en finale de conférence avec les Nuggets et avec le Thunder et qu'on voit qui est le meilleur. Et qu'on voit qui est le meilleur et que lui nous dise écoutez, je vous ai bien compris, mais souviens-toi, même si c'est des postes différents de Hakim versus David Robinson, on a eu parfois des retrouvailles comme ça de candidats MVP. J'aimerais qu'on ait aussi deux joueurs extraordinaires avec des saisons légendaires qui se retrouvent au sommet de leur conférence avec 4 matchs à remporter. Et alors là, balle au centre. Alors ça, c'est sûr que le déchu, celui qui ne sera pas MVP, aura un petit carburant supplémentaire. Tu crois ? De motivation. T'imagines ? Parce qu'on apprend ça, grosso modo, on apprend ça quand ? On apprend ça pendant le premier tour ? C'est le début du deuxième tour ? C'est le début du second tour de playoff. C'est ça, exactement. Donc là, il y aura normalement ces deux équipes. C'est à l'entre-deux de Nuggets-Lakers. Ces deux équipes ont les moyens d'être au deuxième tour de playoff. Faut faire gaffe, il peut y avoir des upsets et tout, même si à l'ouest, on a un peu de mal à les voir venir. Mais bon, l'upset... par définition, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément venir. Donc, méfions-nous. Mais oui, si ces deux équipes-là sont au deuxième tour de play-off et que donc il y a l'annonce du MVP, je pense qu'effectivement, celui qui ne l'aura pas, ça peut être du carburant aussi pour notre ami des Celtics, Tatum, ou notre ami des Bucks, Giannis, qui vont dire quoi ? Attends, il n'y a personne qui a voté pour moi au MVP ? Tu vois, genre, tu sais, quand les votes sortent et tout. Donc, ou pour Donovan Mitchell, ou pour d'autres gars comme ça qui font des très grandes saisons. Donc, non, ça va être vachement à suivre. Putain, donnez-nous cette finale de conf. Donne-nous cette finale de conf. Si on se projetait à quelques années en avant, parce que, comme on l'a dit, par le passé, on avait fait ce classement-là. Là. Regardez, je vous le remets, le top 10 all-time des saisons de non-MVP. Et donc on verra où Shai ou Jokic va rentrer là-dedans parce que c'est assez énorme. Là où je peux rejoindre évidemment les arguments concernant Jokic, c'est que si je me projette à 5 ans, 5, 3, 5, 10 ans, etc., et que je revois en arrière cette saison de Jokic qui n'est pas MVP, peut-être que je vais me gratter la barbe, tu vois, et me dire on a peut-être loupé un truc. Ça, je peux. Tu m'étonnes. Mais c'est aussi, Alex, parce qu'on voit plein de choses. Tu le disais, il y avait Embiid qui était MVP là, la saison précédente. On a vu des gars imposer des dictatures sur leur ligue. Ouais. Et peut-être que Jokic est en train d'installer quelque chose de très rarement vu par le passé, où un des meilleurs joueurs de tous les temps coche absolument toutes les cases. Et merci d'avoir participé à la saison régulière. C'est ça, mais en fait, il va falloir juste accepter que c'est pas votre tour. C'est ça. Il y a plein de gens où on a dit désolé, t'es une victime des années Jordan et Bulls parce qu'en fait tu n'es pas titré. Très bien, t'as fait une super carrière. T'es pas titré, puis dis donc. Mais juste t'es pas titré. Il y a 5 titres de MVP aussi. Et tout à fait, les titres de MVP. Il a pris de la place. Non mais tu vois. C'est un sacré pépère le Michel. Voilà, c'est ça. Tu vois, donc ça mais prend de la place. peut-être que Nikola Jokic là-dessus va essayer de le remporter. Je serais. C'est comme s'il y avait une part de moi qui préférerait qu'il aille nous chercher le titre. J'aimerais pas que Jokic soit MVP de série régulière et qu'il nous chie avec les Nuggets quelque chose en playoff. Je n'y crois pas, je pense qu'ils vont aller très loin. Ou l'inverse. Mais j'aimerais pas non plus forcément que Shai soit MVP de saison régulière et que le Thunder ait du mal à confirmer sa grande régulière en playoff. Tu vois, genre faut faire gaffe. Ce serait différent. Un peu, mais là le Thunder, on va quand même les attendre fort en playoff. Ouais. Puisqu'on est en train de dire que c'est une équipe qui va en gagner genre 65 ou je sais pas combien. Ils sont sur des bases. On va les attendre fort, comme les Cavs, on va les attendre fort, on va attendre les Celtics et on va attendre les Nuggets. Tu vois, mais donc, évidemment, de toute façon, tout gagner, c'est compliqué. Il y a plein de joueurs qui l'ont fait dans l'histoire NBA, mais tout gagner, c'est compliqué. MVP de la saison régulière et derrière aller au bout en étant MVP des finales, bon, bah, c'est un club, il n'est pas si grand, quoi. Il y a des mecs qui l'ont fait, mais il n'est pas si grand que ça. Donc, est-ce qu'on a un de ces deux gars-là qui est capable de nous le faire, là, cette année ? Est-ce qu'on va avoir ça ? Est-ce qu'on va avoir d'ailleurs des trophées qui se discutent sur la conférence Ouest et en fait le champion il est à l'Est, merci Boston. Merci Boston. Pour le back-to-back ou les Cavs qui font une dinguerie et à ce moment-là on vous laisse les trophées individuels, on a le collectif. Ça va être la grosse question, mais il y en a plein qui se projettent un peu là-dessus. Moi ce que je souhaite en tout cas, et vous l'avez entendu avec Alex, c'est qu'on puisse continuer là les débats et donc moi je vous attends à fond dans les commentaires sur quelles sont les choses qui vous font penser que absolument c'est sûr et certain Nikola Jokic ou au contraire c'est Shai Gilgeous-Alexander. On va suivre tout ça sur les prochaines semaines.
Qu'est-ce qui pourrait, là, sur les 4 prochaines, là, Alex, potentiellement changer un peu le curseur? Il n'y a rien, c'est trop serré et ça va être comme ça, ou il y a des choses que tu vas surveiller? Baisse de régime de l'un des deux? Moi, j'y crois pas. Non, mais je veux dire, je vois que ça qui puisse faire pencher la balance clairement. Tu vois, genre un Jokic qui se fait économiser par Denver et puis qui stat un peu moins. Non, mais Denver, limite, ça peut plus arriver à Shai, quand même. Puisque le Thunder a de l'avance, ça pourrait jouer contre lui dans son dossier, même si ça peut jouer pour lui dans l'éventualité d'un run assez loin en playoff, par contre. Donc, voilà. Mais c'est vrai que les Nuggets ont peut-être plus intérêt à beaucoup jouer, à jouer fort, puisque eux, ils sont à la lutte quand même au classement. Là, on le voit, on a le classement, nous, avec Bastien sous les yeux. Là, Nuggets, Lakers, Grizzlies, même les Rockets sont pas si loin que ça. Donc, faut faire gaffe à pas slider et à se retrouver plus bas. Surtout que c'est des équipes là derrière qui vont absolument rien lâcher. Hein. Les Grizzlies et les Rockets, ça va continuer à jouer les matchs pour essayer d'être le mieux classé possible en vue des playoffs. Donc, une baisse de forme ou un joueur qui donc stat moins parce qu'il joue moins sur la fin de saison. Ça, tout à fait. Ça peut devenir l'angle qui permet d'élire un peu plus clairement l'un des deux. Tout à fait. Moi, je vais surveiller évidemment. On va voir là dans quelques minutes ou quelques heures, on aura les infos concernant Jalen Williams, qui est quand même le bras droit principal offensif et aussi défensif quand même de Shai Gilgeous-Alexander. Attention, s'il n'est pas là pendant quelques matchs, est-ce que ce load-là, il est récupéré collectivement, mais aussi par Shai Gilgeous-Alexander, et on se dit, attends, même quand on lui enlève son bras droit, ça continue à bien jouer, ou est-ce que le Thunder perd des matchs un peu à la con? Après, c'est aussi la force du Thunder cette année. Quand il y a eu des problèmes comme ça, je me souviens quand Luguentz-Dort a raté quelques matchs, Denio, il a titularisé Aaron Wiggins, on a fait, c'est bien aussi, ça marche bien cette affaire. Holmgren, il revient quand déjà? Donc voilà, ils sont capables, genre Jalen Williams, ça se trouve, il est pas là pendant 4 matchs. J'en sais rien. Et en fait, ça change strictement rien au rythme de croisière du Thunder. Sans que Shai ait forcément besoin d'être encore plus énorme qu'il ne l'est déjà. C'est ça. Eh bien, écoutez, dites-nous vous ce que vous pensez de tout ça, évidemment. Shai Gilgeous-Alexander ou Nikola Jokic, balancez vos arguments, vos votes. Évidemment, on aura à la fin de la saison régulière l'occasion de faire un point final sur tous les trophées. Il y en aura où ce sera beaucoup plus ouvert. Oh là là, attention, le défenseur de l'année, là, il y a des grosses discussions puisqu'il y a des histoires de matchs de participation entre du Victor Wembanyama qui est plus là, Jaren Jackson Jr. qui s'est aussi blessé. Est-ce que Evan Mobley va prendre ce lead-là? Plein de trophées encore à discuter. Evan Mobley commence à avoir un petit dossier. C'est sympathique. D'autres garçons qui peuvent discuter. Je suis d'accord, Luguentz-Dort aussi, non? Lou Dort et toute la compagnie. Mais sur plein de trophées, il y aura ça. Et puis même sur le rookie de l'année, parce qu'on sait que ça continue à jouer sur pas mal de petits jeux. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. On vous fait des gros bisous. Serbie ou Canada, à vous de jouer. Et on se retrouve très vite pour d'autres petits apéros. Ciao. Des bisous. Ciao.